Vous êtes quasiment tous sur. Voilà, il y a Laurent Blum. Norbert, tu veux savoir qui est-ce qui est là? Content de te voir sans plume et sans goudron. Oui, Sans je plus. connais. Oui. Ouais. Les joggers, hein, c'est comme ça. Hein. C'est une private joke sur une lettre que j'ai écrite au DNA pour défendre les joggers. Ouais, voilà. Bien fait. Bien, écoute, là on est pas mal, on est 16 personnes, donc bienvenue au Café littéraire. Voilà. Cette fois-ci, notre invité est Norbert Angel. Le voilà. Cette fois-ci, tu te vois en grand? Bon, tu m'entends? Très bien, moi je t'entends. Ok, très bien. Alors, peut-être que si je mets là, voilà. Parle encore. Qu'est-ce que ça change? J'ai mis converser. Bon. Ok, on va commencer? Oui. Allez. Donc, on a le plaisir. Voilà. Donc, merci Norbert Angel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle juste qui tu es. Donc, il y a des Larsen. Il y a de très gros Larsen. Alors, je vais couper. Il faut arrêter les micros. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle les micros? C'est ce qui est. C'est ce qui est en. Là où tu vois le micro, voilà, tu as dû appuyer dessus. Tu as un petit micro en bas de ton écran, à gauche. Je ne sais pas pourquoi moi, je n'ai pas accès là, justement. Moi, je ne l'ai pas. Si, normalement, tu l'as. Le son, ce n'est pas le micro. Si, le son, c'est le micro. C'est le micro, parce qu'à ce moment-là. En bas de l'écran, il y a une icône audio qui doit être rouge. Il faut appuyer dessus jusqu'à ce qu'il soit rouge. Ah, très bien. Je vois. Merci. Je ne l'ai pas encore, mais il était rouge, alors je l'ai. Voilà, donc il faut qu'il soit rouge avec un petit trait dessus. Merci. Il faut d'abord qu'il sorte. Hein. Oh là là. Bon. Il n'a pas l'air d'arriver. Bon, ok, là, on est 20 personnes. Je pense qu'on peut commencer. Je ne sais pas pourquoi, il y en a où j'arrive pas à voir les. Voilà, ça y est, c'est bon pour je crois que tous les micros sont arrêtés là. C'est bon. Donc Norbert, on peut commencer. Ok. Ok. Ouais, voilà, là il n'y a pas de Larsen. Donc je rappelle brièvement, à l'origine tu étais prof de philo. Et avant de faire une carrière politique, hein, puisque tu as été adjoint à la culture de Catherine Trottmann, puis membre du cabinet de Catherine Trottmann au moment où elle était ministre de la Culture et ancien haut fonctionnaire, puisque tu as été inspecteur général de l'Académie des affaires culturelles. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on a pensé, c'est que ces multiples casquettes devraient font de toi un observateur, on va dire, aguerri, enfin, ou en tout cas aiguisé, a priori, enfin, avec un point de vue aiguisé, sur la pandémie actuelle, sur ce qu'on vit actuellement, et surtout aussi la manière dont on est traité. Et voilà, donc évidemment, je vais parler du confinement, et avec tous les sous-paragraphes du confinement qui sont en train de se dessiner, c'est-à-dire un déconfinement qui sera à deux vitesses, et en particulier pour les seniors, enfin les plus de 65 ans, puisqu'on parle de les laisser confiner beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc, est-ce que pour toi, c'est une atteinte à la liberté individuelle, une atteinte aux libertés publiques, ce confinement, sachant qu'en même temps, il y a évidemment des raisons sanitaires. On est dans un état d'urgence et d'exception sanitaire et, voilà, et sociale qui justifie ces mesures. Alors qu'est-ce que tu en penses? Si tu le permets, je voudrais un peu reprendre, mais très rapidement, les choses du début. C'est-à-dire, une épidémie arrive, elle devient très rapidement une pandémie. La pandémie n'est pas exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire,
il y en a eu à différents moments et des textes littéraires, théâtraux en font mention. C'est-à-dire les premières d'habitude qu'on cite, c'est bien sûr la grande peste d'Athènes, dont il y a des traces aussi bien dans l'Oedipe-Roi de Sophocle que dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Il s'arrête longuement dessus et on voit par exemple Périclès qui dit ouais, bah, tout ça va me tomber sur la tête, c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Alors ensuite, on voit de nouveau de très grandes pandémies apparaître au Moyen Âge sur l'Europe entière. Et là, ce qui se passe, qui est intéressant, c'est-à-dire le pouvoir politique, il essaye de se débarrasser de l'affaire en disant bon, moi je veux bien m'occuper des corps, mais alors vous, l'Église, vous vous occupez des âmes. C'est là que, par exemple, pour ceux qui sont des anciens et qui ont peut-être vu en 1983, c'est pas hier, ce très beau spectacle du TNS qui s'appelait Les dernières nouvelles de la peste, et qui traitait de comment a été traitée par les autorités la peste de Londres. Eh bien, on voit que ce qu'elle fait, c'est très exactement ce que fait aujourd'hui Monsieur Salomon, Jérôme, tous les soirs, entre 7h et 7h30, c'est-à-dire un décompte minutieux de qui est mort, où, comment, combien, etc., que les charrettes les ont enlevés, et patati et patata. Ça rappelle au fond un mot d'un protagoniste du roman ô combien connu de Camus qui s'appelle La peste. Je crois que le personnage, c'est Ratou, qui dit à un moment donné, il ne nous reste plus que la comptabilité. Ensuite, j'avance, hein, il faut bien faire vite. Hein, peste de Milan, un peu plus tard. Là, il y a déjà un peu un changement. Pour ceux qui auraient l'occasion de voir un spectacle rare de Buzzati qui est fait à partir du livre de Manzoni, les fiancés. Le spectacle s'appelle La colonne infâme. Et il a d'ailleurs été joué très bien au demeurant par une troupe à Strasbourg il y a une quinzaine d'années, par une troupe amateur. Et là, c'est un peu un changement de ton, c'est-à-dire le pouvoir politique, il s'adresse aussi bien aux médecins qu'aux ecclésiastiques, mais il se trouve encore un élément qui va, semble-t-il, disparaître au XXe siècle, du moins pour le moment, c'est là, on cherche encore des boucs émissaires, des semeurs de peste. Or, ce n'est pas le cas pour la grippe espagnole, qui suit immédiatement le grand carnage de la guerre 14-18. Elle ne laisse pas beaucoup de traces, bien qu'elle fasse beaucoup de morts. Peut-être sans doute, car par rapport à cette guerre effroyable dans les tranchées… non, je n'ai pas commencé. Pardon? Non, continue. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté son micro. Continue. Oui, elle a fait beaucoup moins de morts. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, je m'excuse d'employer des termes comme ça qui peuvent choquer d'aucuns qui ont été frappés par la maladie, et c'est le cas de certains de mes amis, et je vois très bien non seulement la douleur que ça peut produire, mais aussi l'incroyable souci des familles autour qu'il faut aussi prendre en compte, hein, alors qu'on ne m'en veuille pas de parler sur ce mode-là. Ce que je trouve très intéressant, c'est la grippe de Hong Kong en 1968. Officiellement, elle fait 27 000, 28 000 morts. En fait, si on considère la surmortalité, elle en fait 40 000. Je ne suis pas sûr et je crains que quand on aura fait le compte des morts chez soi, des morts en EHPAD, etc., sur l'actuel Covid-19, je ne suis pas sûr qu'on n'atteigne pas ce chiffre. Mais on n'en parle absolument pas en 68.
ce n'est pas du tout un problème. Et c'était il y a 50 ans. Donc, une de mes premières questions en tant que philosophe, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, quelque chose qui n'était pas un problème et qui était du même type, devienne tout à coup non seulement un problème, mais un problème d'une telle dimension qu'il arrête entièrement la vie économique, bien sûr, mais ce qui m'intéresse beaucoup, beaucoup plus, la vie sociale et la vie publique, témoignant ainsi aujourd'hui d'une fragilité de nos sociétés qui interroge et qui inquiète. Alors aujourd'hui, si nous prenons cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a au fond, qu'est-ce qu'elle me semble avoir? Je t'arrête. Norbert, je t'arrête juste sur ce dernier sujet, parce que est-ce que tu ne penses pas qu'il faut s'en féliciter, c'est-à-dire de ces mesures, effectivement en 1968, donc il y a eu cette épidémie et on en a très peu parlé, et donc finalement aujourd'hui, on voit que la vie prime avant tout, et ça a été dit, je crois bien que le président Macron l'a dit, tu vois, que la vie, la santé des gens prime sur tout le reste finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'en féliciter? Oui, alors je ne prendrai pas immédiatement la question telle qu'elle, puisque je suis un peu dubitatif sur cette vie qui prime avant tout. Je pense vraiment, je suis très dur là-dessus, et malgré le travail absolument, ça tout le monde en convient, fantastique qu'ont fait les médecins, les infirmiers, mais tout le monde, sur la hiérarchie de l'hôpital, etc., je crois qu'il ne faut pas cacher ce point noir des EHPAD qui vont au final nous montrer que quasiment 40% de la mortalité aura été en EHPAD. Et donc, je trouve qu'on joue un peu légèrement de ce mot la vie avant tout. Mais enfin, faisons semblant de l'accepter. Okay? Faisons semblant de l'accepter. Eh bien, ceci est au moins digne d'une discussion. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, je ne veux pas... Mon épouse m'a mis en garde et m'a dit c'est épouvantable pour les gens qui t'écoutent, tu cites tout le temps des trucs et ils en ont marre complètement. Arrête de citer, même si après tu ne n'avoir pas cité tel ou tel bonhomme auquel tu as emprunté. Mais c'est-à-dire il y a des experts américains, suédois, je pense à Lundberg, Schelling, etc., qui se sont demandé si la vie n'avait pas une valeur, un prix. C'est-à-dire que effectivement, jusqu'où peut-on et doit-on aller pour sauver une ou des vies? Alors bien sûr, pour le religieux, la réponse est claire. Et même pour quelqu'un qui se réclamerait d'une dimension éthique importante, eh bien, cela ne souffre quasiment aucun problème. La question, et je repense ici à Kant, c'est-à-dire à propos de la morale kantienne, on a dit que Kant a les mains pures, mais n'a pas de main. Pourquoi n'a-t-il pas de main? Car très très souvent, on est amené à devoir sacrifier des personnes pour d'autres personnes. C'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur et le drame, je crois, d'un homme politique. Je rappelle simplement cet épisode que certains qui est historique, que certains ont pu voir dans le film Dunkerque, où Churchill dit on a 200 000 bonhommes sur la plage qu'il faut évacuer, il faut tenir encore 48 heures. Et on lui dit il y a une division de 3 000 personnes, mais elle peut tenir, mais les 3 000 personnes meurent, c'est sûr. Et Churchill répond, mais sans hésitation. Il a une réponse d'homme d'État. Il dit quoi? Il dit
3 000, c'est moins que 200 000. Voilà. Oui, tout à fait. Ah ben, alors ça choque, mais c'est-à-dire que je ne veux pas placer moi, et je me doutais bien, Gabriel, que c'est l'une des premières questions que tu me poserais. Je dis simplement que ici, cette pandémie a enclenché quelque chose de terrifiant. Et j'en viens au noyau de mon propos. On sait que nos démocraties modernes sont normalement articulées sur ce que j'appellerais un mythogène, c'est-à-dire un mythe des origines, qui est celui du pacte social chez Hobbes ou du contrat social chez Rousseau. De quoi est fait ce contrat social? C'est-à-dire que les gens sont homini homo lupus, des loups pour l'homme, ils ont peur, ils s'entretuent. Comment mettre fin à cette guerre? Eh bien, mettre fin à cette guerre, c'est la manière de créer le Léviathan, c'est-à-dire que toutes les personnes de la société civile disent nous abdiquons notre violence, nous abdiquons nos armes, etc. Nous donnons tout à l'État, qui aura le privilège de la force et de frapper monnaie, mais à la condition expresse qu'il nous protège. Si jamais il n'assure plus notre protection, nous sommes en droit de reprendre une liberté totale et toutes nos forces. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Dans cette histoire, en France, le contrat social a explosé. C'est-à-dire qu'un État d'une incroyable fragilité a montré, par l'absence de ses mesures de précaution, de sa prévoyance, a montré son incapacité à avoir tout ce qu'il fallait pour assurer une protection et une sécurité maximale des individus de la société civile. Trop peu de respirateurs, trop peu de lits en réanimation, pas de masques, pas d'écouvillons, pas de tests, et on peut additionner les choses comme cela. Alors, on a vu un État désemparé et sont apparus, à côté de l'État, deux forces qui, bien sûr, aspirent toutes deux au pouvoir. Ces deux forces, ce sont lesquelles? Le pouvoir économique d'une part, celui qui dit il faut que la société, que l'économie reparte le plus vite possible, quoi qu'il en coûte, pour reprendre un mot de notre président, et d'un autre côté, il y a le pouvoir médical qui dit il faut au maximum que nous évitions le plus de morts possible. Et dès lors, l'État, pendant un premier temps, dans un état de délitement total, ne sachant plus du tout quoi faire, s'est mis par arbitrer chaque fois entre ces pouvoirs différents, c'est-à-dire on fait ça pour l'économie, on fait ça pour la santé, mais, et c'est là que je veux en venir, aujourd'hui, cet État dit très volontiers nous avons été extraordinaires dans ce que nous avons su faire avec les moyens que nous avions. Mais les moyens que nous avions, c'était ceux qu'on nous avait laissés, c'est-à-dire pas de stock et une gestion de la santé entièrement en termes de flux. Si nous avons fait face, ce nous, c'est qui? Ce sont effectivement les médecins, infirmières, laborantins, etc., qui ont été et sont encore au front. C'est-à-dire que le pouvoir médical lui-même s'est distribué involontairement, j'y reviendrai après, il n'y a pas du tout de complotisme dans mon propos, c'est-à-dire s'est distribué involontairement la situation véritablement politique suivante, c'est-à-dire les soldats des tranchées, les médecins, les infirmiers, tous ceux que je viens de citer, les rebelles, Raoult, et puis
ceux qui rêvent de prendre le pouvoir absolu et d'exercer une tyrannie sur la société. Et je pense avant tout à M. Delfrésis. Je pense que cette personne, qui est président du conseil scientifique, est un homme absolument dangereux, ivre d'un pouvoir absolu. C'est grave comme accusation. C'est grave comme accusation. C'est grave et je l'assume. Je dirais d'ailleurs qu'il faut chaque fois pouvoir pointer les indices. Qu'est-ce que ça veut dire que cet homme, parlant devant le Sénat, dit « Le 11 mai, il n'y aura pas du tout de déconfinement noir ou blanc, ce sera du gris très sombre et on gardera 18 millions de personnes à la maison. » Mais sous De Gaulle, une personne qui aurait parlé comme ça au Sénat, elle aurait été vidée illico presto. Illico presto. Même faiblesse de l'État lorsque le préfet de police de Paris, l'allemand, dit oh ben après tout, hein, ceux qu'on appelle des victimes là et qui ont le Covid, hein, ben, ils sont bien coupables de l'avoir puisqu'ils n'avaient qu'à pas enfreindre le confinement. Dans n'importe quel État fort et encore constitué, eh bien, ces gens-là seraient immédiatement rappelés à l'ordre. C'est-à-dire, le même monsieur Delfrésis a donné une interview à un journal italien où il dit, mais très simplement, oui, moi j'ai dit qu'il fallait faire ça et je l'ai dit au président d'un ton très tranchant. On est où? Mais qui est cet homme qui nous disait encore qu'il n'était pas nécessaire de porter des masques, qu'on pouvait aller voter, et puis tout à coup, il fallait porter des masques. C'est-à-dire, si on regarde le parcours des 15 premiers jours, on verra qu'il n'est fait que d'injonctions contradictoires. Autre exemple, si vous le permettez. Je suis très chaud sur cette histoire. Hein. C'est-à-dire, ce mot épouvantable, moi, il m'a hérissé dès que je l'ai entendu, restez chez vous. Restez chez vous, c'est ce que j'ai entendu quand, au nom de la mairie, j'étais en train de nouer le jumelage avec la ville de Dresde. C'était l'époque où il y avait encore la DDR, où il y avait les grandes manifestations. Que disaient les mégaphones de la police? Ils disaient « restez chez vous ». Ils le disaient d'un ton beaucoup plus gentil que ce que j'ai vécu. J'étais aussi au Chili à l'époque de Pinochet. Là aussi, c'était « rester chez vous ». Et très rapidement, ça devenait beaucoup, beaucoup plus violent. Mais rester chez vous, ça veut dire quoi? Rester chez vous, ça veut dire devenez des individus à la vie nue. J'emploie là le terme d'un auteur. Après, si vous le voulez, je vous donnerai tout un petit florilège de bouquins de toutes sortes qu'il faut lire. Ça intéressera peut-être les gens qui sont à l'écoute. C'est-à-dire que c'est ramener les individus à une négation totale de la vie publique. C'est-à-dire que la vie privée, elle n'est pas, comme on voudrait nous le faire croire, un refuge. Elle devient très rapidement un enfermement, une solitude et aussi une fragilité totale. Comment voulez-vous qu'un individu puisse résister à l'arbitraire de la loi? Et c'est exactement ce qui s'est mis gentiment en place. Je reviens à mon histoire du contrat entre l'État et la société. C'est-à-dire que l'État étant incapable de fournir sa part du contrat, qu'est-ce qu'il dit à la société? Je prends encore les propres termes dont nous sommes abreuvés. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Prenez soin de vous. Et dans un deuxième temps, puisque tu parlais, Gabriel, à propos des problèmes que pose ce déconfinement, où M. Delfrésis, toujours le même, nous dit pas les obèses, pas les insuffisants rénaux, pas les gens qui sont en affection de longue durée, pas les vieux, etc.
je me demande si les gens qui entendent ceci se rendent compte qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement, car ceci n'est qu'un premier pas. Je sais que d'habitude on dit c'est le point Godwin, il ne faut jamais parler de l'époque nazie, mais j'en parlerai quand même. C'est-à-dire que quelque chose qui est peu connu. C'est-à-dire que Hitler, nous sommes début 1944. Arendt cite le décret suivant qu'il sort. Après un examen radiologique national, le Führer recevra une liste de tous les sujets malades, plus particulièrement les malades atteints de dysfonctionnements rénaux et cardiaques, en vertu d'une nouvelle loi sur la santé du Reich. Les familles de ces sujets ne pourront plus avoir de vie publique. Je vous demande quel est le problème et le rapport d'une vie publique, comme nous l'entendons, avec le fait d'avoir un dysfonctionnement rénal ou cardiaque. Et leur reproduction pourra être interdite. Quant à savoir ce qu'il adviendra d'eux, cela fera l'objet d'une décision ultérieure du Führer. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Vous l'avez compris. C'est-à-dire, on a souvent dit que l'élimination des malades mentaux était au fond tout simplement le banc d'essai de celui des Juifs. Mais celui des Juifs n'est finalement que le banc d'essai d'élimination de ceux qui sont cardiaques et ont des dysfonctionnements rénaux, et ainsi de suite. Dans les régimes totalitaires, Hannah Arendt a très très bien montré comment il y a une circularité des ennemis. C'est ce que savent et disent franchement tous les dictateurs et tous les gens qui visent à l'impérium. C'est-à-dire Videla en Argentine, un des dictateurs de l'époque, il disait, dans un premier temps, nous exterminerons tous nos ennemis. Ensuite, nous exterminerons tous les indifférents. Et enfin, nous exterminerons tous ceux qui ne sont pas fanatiquement de notre côté. Eh bien, c'est la même logique qui habite le pouvoir médical. Il ne faut pas se leurrer. Et par pouvoir médical, je ne vise pas du tout tous ces gens qui se battent au jour le jour pour sauver des vies. Je pense à un certain nombre de personnes qu'on a vues se promener sur tous les plateaux de télé sans arrêt, des experts qui se contredisent tous les 8 jours, et après, quand on leur demande, j'ai entendu ce mot merveilleux, on demandait à un de ses professeurs, on le mettait en face du fait qu'il disait maintenant exactement le contraire de ce qu'il avait dit 15 jours avant à propos des messages, et il a eu cette réponse superbe, mais la science progresse. Alors là, effectivement… Ben ça, c'est une réalité, parce que la réalité, c'est qu'ils ne savent pas encore, enfin, c'est qu'il y a plein d'inconnus, c'est que peut-être c'est la première fois que la science progresse en même temps, enfin, que la médecine progresse en même temps que le virus, en fait, puisque c'est quelque chose de… C'est sans doute pas la première fois. Hein. Oui, c'est sans doute pas la première fois, mais en tous les cas, c'est cette prise en charge qui évolue au fil des jours en fonction des nouvelles connaissances. Ça, c'est quand même une première pour nous de vivre ça comme ça. Parce que chaque nouvelle connaissance donne un tour de vis supplémentaire à la société civile pour assumer la part qui n'a pas été faite dans le contrat de l'État. C'est-à-dire, à la main, que vous avez peut-être entendu, hein, à la main dont d'aucuns ont dit après dans les commentaires qu'il avait pété les plombs. Moi, je trouve qu'il n'a pas pété les plombs du tout. Hein. Il a parlé sur quel média il a parlé sur Radio France Info, hier à 19h45. D'accord. Il
il a dit, et c'est là qu'après, dans les informés, il y a une dame qui a dit « Ah non, mais je crois qu'à la main, quand même, hein, il a quand même surréagi beaucoup trop fort. » C'est-à-dire, il a dit « Vous savez, mes parents sont rentrés dans la résistance car ils n'ont pas voulu mettre d'étoiles jaunes sur leurs vêtements. Moi, je demande, est-ce que vous voulez que je mette une étoile blanche sur les miens car je serai vieux et donc que je n'ai pas le droit d'être déconfiné. » Et il a très très bien déroulé ce que j'aurais dit, même si je ne l'avais pas entendu, j'avais quand même un peu préparé le propos que je tiens là, c'est-à-dire les vieux qui sortiraient. Premièrement, ils ne sont pas plus contaminants que les autres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, ce n'est pas pour protéger les autres qu'on ne veut pas qu'ils sortent. On leur dit, c'est pour se protéger eux-mêmes. Mais l'une des bases de la philosophie des Lumières, c'est que l'individu a le droit de se prendre en charge lui-même et de mesurer ses risques. Je vous lis, si vous le permettez, un tout petit passage du début du texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il dit « Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause ne tient pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de résolution, de courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle. Est-ce que je peux poser une question? C'est Bonnie. Je voulais savoir, est-ce que ça ne serait pas un peu aux médecins aussi de dire ne nous forcez pas à faire un choix en ne soignant pas les vieux? Attendez, ne nous forcez pas à faire un choix. Non, je crois que le médecin, si je vous ai bien compris, hein, c'est-à-dire je crois que le rôle du médecin est de faire tout ce qui est dans ses possibilités pour sauver les personnes. C'est-à-dire, si moi, comme vieillard, je prends mon risque de tomber malade, c'est quelque chose qui effectivement m'appartient. Et c'est effectivement au médecin d'essayer de me soulager, de me soigner, mais ça, c'est l'ordre des choses si on accepte encore une humanité qui est responsable d'elle-même. Car, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à entendre cet argument qui dit « Oui, mais enfin, écoutez, vous devez comprendre, on interdit aux gens âgés de sortir, car nous n'avons pas 28 000 respirateurs comme les Allemands. Nous n'en avions au début que 4 000. Pour le moment, on a fait un effort fantastique. On est monté à 7 000. Là, on est de nouveau à 6 000. Mais jusqu'à ce qu'on soit à 4 000, hein, il vaudrait mieux que vous n'arriviez pas à l'hôpital. Mais est-ce que moi, je dois être privé de ma liberté plénière qui est finalement la centralité de mon humanité? C'est-à-dire que moi, comme beaucoup de philosophes, je ne crois pas que la vie, fondamentalement, c'est ce soubassement purement biologique qui me permettrait encore de respirer sous assistance cardiaque. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est effectivement une qualité de vie que j'estime encore avoir vraiment. C'est-à-dire pour moi, c'est ça la vie. C'est-à-dire que, et donc, si on me prive d'éléments que je crois absolument être fondamentaux, et c'est pour cela qu'on a bien parlé de droits fondamentaux de l'humain. Si on me prive d'une liberté de circuler, d'aller, etc., alors qu'elle ne nuit à personne d'autre, j'estime qu'on n'est plus dans un régime démocratique, j'estime qu'on n'est plus
dans un pays qui a les valeurs que j'ai toujours, pour lesquelles j'ai lutté d'abord moi-même et que je souhaite voir se reproduire, se poursuivre effectivement dans ce pays. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Alors, Gabriel, je peux poser oui, deux questions? Jean-François, Oui. ok, une autre question? J'ai deux questions et deux remarques, enfin quand même des remarques. De D'abord, Jean-François Bloch de Nîmes. de Nîmes, ouais, de loin. Alors, d'abord, Oui, mais c'est belle région. voilà. Jean-François Delfassi n'est pas un politique, c'est le président du conseil scientifique. Donc déjà, là, j'ai quand même une remarque. C'est un scientifique qui conseille, et dans son conseil, il y a différentes personnes. Et voilà, c'est un des représentants et c'est normal qu'il change. Après, quand on compare l'étoile jaune au cas actuel, je trouve ça totalement différent parce que quand on a un virus, on contamine le tiers. Une maladie cardiaque, c'est notre risque à nous-mêmes. Le virus, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en sortant, on risque la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand même une énorme différence par rapport à ce que tu as dit. Oui, alors, si vous permettez que je vous réponde là-dessus. On peut se tutoyer parce qu'on est ensemble. Oui, c'est-à-dire que je crois que là, votre raisonnement a un tout petit vice interne. Alors, je ne sais pas si c'est un paralogisme ou un sophisme, mais c'est-à-dire ce vieillard qui sort et cet obèse qui sort parmi les 18 millions, il n'a pas plus de chances d'être contaminé et donc contagieux que les 33 millions auxquels on permettra de sortir. Non, il n'y a donc aucune raison. Non, par contre, il a plus de chances, s'il est atteint et s'il est malade, de bloquer un lit et de risquer de la vie pour des personnes. C'est sa liberté entière. C'est-à-dire qui contraint les autres. Dans votre raisonnement, on finirait par pouvoir interdire, et vous savez, ça c'est simplement des questions de rhétorique, hein. On pourrait finir par pouvoir interdire à toute personne de sortir et d'être encore un vivant parmi les vivants. C'est pas ce qui est dit, hein. D'abord, c'est pas que l'âge, c'est les gens à risque, donc il y a des jeunes à risque aussi, et l'idée c'est de le faire durant la période où on sait qu'il peut y avoir des gens qui sont contaminés. Donc, oui, je vous signale simplement que ce que vous dites est anticonstitutionnel, puisque d'après la Constitution, on n'a pas le droit de faire de différence entre les êtres humains et les citoyens d'après leur degré de fragilité. Justement, ce que Agamben ou Michel Foucault appellent la vie nue, l'introduction de la vie nue, c'est justement le fait que désormais, ce sont ces pures caractéristiques, j'allais dire, physiques, etc., qui feraient une différence entre les individus et impliqueraient de choisir entre eux. Si vous voulez, moi, je refuse cela entièrement. Je pense qu'il y a un vice de forme dans ce raisonnement. Alors, tu ne reconnais pas, on est enfin, le système constitutionnel français reconnaît un régime dérogatoire. Enfin, tu vois, voilà. Donc là, on est en état d'urgence sanitaire et qui justifie en fait ces restrictions, cette suspension des libertés. Alors simplement, c'est être une suspension. Alors, et défini longtemps. Alors, je réponds ça. Non, mais c'est-à-dire que je pourrais vous citer, mais là on n'aura pas le temps, je pourrais vous citer beaucoup de travaux qui montrent que de jurisprudence constante, chaque fois qu'il y a eu des états d'exception, une part au moins des dispositions qui avaient été prises sont rentrées dans le droit commun. C'est exactement ce qui s'est passé pour la loi sur le terrorisme. C'est-à-dire quand l'état d'exception a été levé, suspendu donc, eh bien effectivement on a fait rentrer un certain nombre de dispositions dans le droit commun. C'est-à-dire chaque état d'exception a toujours été l'antichambre d'une entrée dans le droit commun de mesures plus coercitives, de mesures plus répressives, de mesures qui
conditionnait, limitait plus la liberté publique des individus. Vous pouvez vérifier. Alors, mais oui, l'idée de le virus, c'est que c'est comme des bibites à implantes, comme des mouches blancs. Monsieur Kagan, on ne vous entend pas bien. Est-ce que c'est bien maintenant? Oui, c'est mieux, oui. Merci. Oui, alors le bibite, c'est comme des bibites sur un plant, comme des mouches blancs, quelque chose. Mais la personne sent malade quand il a le virus et il le transmet comme ils volent très facilement. Des petits bibites, ils volent très facilement à la prochaine personne. Alors, l'idée, c'est qu'après 14 jours, le virus est fini. Après, tout le monde peut sortir. Peut avoir résumé leur droit. Mais le problème, c'est que il y a une personne, après 13 jours, il le donne à quelqu'un d'autre. Après, ça recommence. Parce que maintenant, on doit attendre un autre 14 jours pour que tout le monde arrête de passer le virus. Et ça transmet très facilement. Merci. Oui, ce propos, on n'a pas tellement envie de rire de ce virus, mais ce propos ferait presque rire, car de 14 jours en 14 jours, s'il fallait attendre qu'il ne contagie plus personne, eh bien, on en a pour un temps. C'est-à-dire que j'ai calculé modestement, avec la capacité de test qui sont actuellement les nôtres en France. C'est-à-dire s'il fallait tester tout le monde pour sortir les gens du confinement, eh bien, même en portant simplement à 60% de la population la base de l'immunité grégaire où le virus dépérit de lui-même, eh bien, il y en a quand même pour 3-4 ans. Hein. Moi, je ne suis pas du tout prêt à être... non, mais vous savez? Oui, vas-y. Oui, non, je trouve que tu es trop dans la surpuissance du big data. Voilà, c'est sûr que si on calcule... La philosophie du 19e, c'est compliqué ça. La surpuissance du big data. Tu m'expliques? Des statistiques. Voilà, des statistiques, des algorithmes qui calculent que effectivement, voilà, il y a tant de personnes la moyenne d'âge des personnes décédées est de 81 ans, voilà. Donc, si on veut pas que les gens décèdent, tous les gens de plus de 80 ans, hop, ils restent chez eux, ils sortent plus. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr qu'ils ne décéderont pas du coronavirus, ils décéderont de dépression. Moi, je suis contre, hein. Ne me fais pas dire ça, hein. Non, voilà. Donc, ok, alors tu vas dire ça, mais non, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu fais des projections comme ça ou des projections sur l'avenir, on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Je veux dire, on n'est plus on n'est plus il y a un siècle, on est au jour d'aujourd'hui. J'ai du mal à croire, j'arrive pas à y croire d'ailleurs, qu'aujourd'hui on puisse accepter, c'est-à-dire une grande partie de la population accepte ces restrictions de liberté telles qu'elles sont évoquées aujourd'hui. Tu sais, par exemple, c'est quelque chose de différent, mais à un moment donné, on entendait beaucoup que les enfants n'iraient plus à l'école du tout cette année et qu'ils reprendraient en septembre. Et manifestement, ça a dû être discuté au ministère de l'Éducation parce que ça a vraiment été, ça venait du cabinet de Blanquer, où on entendait donc que les enfants ne retourneraient pas à l'école, que ça serait au mois de septembre. Or, changement de paradigme pour plein de raisons. Normalement, il y a une rentrée à partir du 11 mai. Et tant mieux. Il semblerait d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, que Blanquer l'a appris un quart d'heure avant la prise de parole du président. Il a eu vachement content. Oui, j'imagine, mais peut-être, mais ça veut dire qu'il y a quand même, c'est comme pour le premier tour des élections, je veux dire, apparemment aussi, le premier tour des élections devait être annulé, il semblerait que le président Macron a dû changer, au moment où il parlait, il a dû décider à ce moment-là, de maintenir le premier tour des élections, donc il y a quand même une... Oh là là, je peux interrompre là juste un instant, c'est intéressant ce qui s'est passé sur ce premier tour, c'est-à-dire sur les revirements à la tête de l'État. Au début, Macron a dit non, mais moi, si je l'ai tenu, c'est simplement car tous les autres me disaient
qu'il fallait que je le tienne, et sinon on m'aurait accusé de coup d'État. Alors après, ses conseillers ont dû lui dire, dis donc, ça c'est pas bon, t'es le chef, c'est pas car les autres t'ont dit qu'il faut le tenir que tu peux pas le tenir. Alors il a dit, ouais, c'est le conseil scientifique qui m'a dit qu'on peut y aller. Alors après on lui a dit, ah bon, c'est plus toi le patron dans cette maison, c'est Delfrésis. Alors maintenant il dit, ah non, 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 hein, j'ai écouté tout le monde et j'ai décidé. Voilà, c'est-à-dire reprise en main, courageuse, après quelques errements de la décision de tenir le premier tour des municipales. Ça fait un peu rire quand même. Oui, oui, maintenant, est-ce qu'il y a aussi une vraie question sur la peur, la peur de cette épidémie et de l'inconnu, Oui. puisque c'est ce qui gouverne, voilà, un petit peu. Et finalement, ceux qui savent aujourd'hui, c'est les scientifiques, voilà, les scientifiques, les médecins, les pharmaciens, enfin ceux qui ont travaillé, qui ont étudié sur ces sujets de virus, et certains écrivains, surtout de science-fiction, qui ont imaginé. Enfin, très bien, Nata, très bien, Nata. Voilà, comme Eric Nata, qui en l'occurrence est médecin également. Voilà, qui en l'occurrence est également médecin. Donc voilà, donc c'est eux aujourd'hui qui ont un pouvoir supplémentaire et qui nous on est, nous, simples individus, quelle que soit notre intelligence, on est très désarmés par rapport à ça, en fait. Non, mais sur la peur, il faut aussi voir qu'elle ne vient pas tout seul. Il y a eu un matraquage anxiogène, organisé pour faire peur aux gens. Moi, je le vois bien autour de moi. Tout le monde a le droit, dans la légalité la plus absolue, de sortir 1 heure par jour pour se promener. Eh bien, à part les Juifs à Pessah, on ne voit personne dans les rues. Pourquoi? C'est-à-dire que les gens semblent être tenus par une peur terrible. C'est-à-dire que, bon, j'ai une voisine, dame charmante, intelligente, etc., qui n'a plus le courage de mettre un nez dehors. Je ne comprends pas pourquoi. Je lui ai parlé, ah oui, mais enfin, le virus, on ne sait pas, il peut y avoir une transmission aérienne, et puis alors, il vit très très longtemps sur les plaques, alors si on peut... Mais j'ai entendu, par exemple, sur les micros ouverts de France Info, j'ai entendu véritablement des choses où je me suis dit, on est en train de mener une campagne de débilisation et d'infantilisation des gens. Une personne qui demandait si quand elle rentrait, elle devait ou non laver à l'eau de Javel ses chaussures. Mais je veux dire, on en est où? On en est où? Et alors ça, c'est pas un exemple ultime. Hein. Ça, je me suis contraint, je n'ai pas la télé à Strasbourg, je n'écoute pas les trash médias, je ne suis sur aucun réseau social, etc., puisque je veux me prémunir absolument de toute cette horreur complotiste, etc. Mais ne pas être complotiste ne veut pas dire être naïf. Je vois très bien comment Radio France Info est devenue radio propagandélisée depuis 15 jours, 3 semaines. Alors tu vas encore me dire, Gabriel, mais c'est très très grave ce que tu dis là. Eh bien oui, je l'assume. C'est-à-dire qu'il faut être dans le politiquement correct et surtout, tous les 10 minutes, ce cri affreux, restez chez vous. Oui. C'est assez intéressant parce que tu le mets en perspective. Restez chez vous, stay home, c'est dit dans toutes les langues, mais c'est plein de bonnes intentions. L'enfer est pavé de plein d'intentions. Voilà, on reste chez soi, on écoute de musique, on devient plus intelligent et on sent le 11 mai. Gabriel. Non, il y a 35, il y a 36. En politique, il n'y a pas de bonne intention, il n'y a aucune morale. En politique, ne vaut qu'une seule chose, l'efficacité.
Ça, Machiavel dans Le Prince nous l'a définitivement appris et aucun homme politique honnête ne le démentira. C'est-à-dire que, par exemple, on a dit l'État a menti. C'est-à-dire, c'est beaucoup sur partout, l'État a menti, l'État nous a menti, il a menti sur les masques. Le mensonge sur les masques est ce que j'appelle un mensonge panique. C'est pas ça le mensonge grave. Le mensonge grave, c'est ce qu'on appelle l'idéologie, c'est-à-dire un discours rationnel, cohérent et mensonger, prétendant dire la vérité d'une situation. C'est-à-dire aujourd'hui, la vérité de la situation serait qu'on veut protéger les gens de plus de 65 ans en les gardant chez eux. Mais pourquoi est-ce que la vérité de cette décision ne serait pas qu'on vient de couper radicalement? Ça correspond bizarrement, leur fragilité correspond bizarrement à l'âge de la retraite. C'est-à-dire, on vient de couper la société entre les actifs économiquement utiles et les non-actifs qui devraient rester entièrement confinés et quand même consommés par téléconsommation. Ça, c'est très important. On a encore besoin d'eux pour faire marcher la machine, mais à titre de pur consommateur. C'est-à-dire, il a aussi, pour le philosophe qui prétend observer une situation, entendre, lire, c'est incroyable de voir le nombre de textes qui ont vanté dans les derniers mois tout ce qui est télé, alors téléachat, téléenseignement, tout ça c'est devenu formidable. Un bonhomme comme Tisseron, qui avait fait de son fonds de commerce, tout à fait honnêtement, l'homme est tout à fait estimable, hein, le fait qu'il fallait prémunir les enfants des écrans, etc., que c'était terrible. Il nous livre maintenant une pleine page dans les opinions du monde pour dire ah mais quand même, hein, les écrans, ça peut avoir des vraies vertus. Hein. Il faut les gérer correctement, mais c'est vachement bien les écrans. Hein. Tout peut se faire par écran. On n'a plus besoin de toucher les gens, on n'a plus besoin de les embrasser, plus besoin de quoi que ce soit de physique. Il y a d'ailleurs des tas de romans dystopiques, hein, des listes entières en romans de science-fiction, je ne vais pas vous asséner les titres, qui racontent absolument ça. C'est-à-dire que le monde à venir serait celui d'un film que j'ai adoré, qu'il faut absolument que vous alliez tous voir. Ce film s'appelle She. S-H-E. S-H-E. Oui, c'est un cadre supérieur et qui vit seul et qui est branché sur une compagne qui est un chatbot, quoi. C'est-à-dire qui est complètement artificiel. Et tout le film est là-dessus et c'est formidable. C'est formidable. Eh bien, cette société de demain, je trouve que le film est formidable, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça. Moi, je suis quelqu'un de très charnel, j'aime toucher les gens, etc. C'est-à-dire, je suis physique et je le revendique et je dis que ça, c'est ma vraie vie. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette voilà. Pour merci à toi. Merci à la patience de tous nos internautes et je leur souhaite un très très bon Shabbat. Et en lieu et place du rester chez vous, je leur dis réveillez-vous. Oui, réveillez-vous. Merci. Merci pour ce coup de gueule. Attends, je termine juste, il nous reste 5 minutes. Alors, il y a pas mal de gens qui ont écrit, tu entends toujours. Il y a pas mal de gens qui ont écrit. Il y a Jacques S. qui a dit « Cela voudrait dire qu'il faut laisser le libre arbitre au sujet des vaccins, au risque de mettre en danger les autres. » Ce n'est pas exactement pareil. Bon, Paul Kagan qui dit le soleil tue le virus. Alors ça, de ce que j'ai lu, c'est pas vrai. Et je vois Jean-François, notre expert en pharmacie, dire que c'est faux. Le soleil ne tue pas le virus. Galaxy Note, alors je ne sais pas qui c'est. Pourquoi accepter la perte de liberté? C'est pas prouvé. Hein. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pas prouvé. Ok, merci Jean-François. Voilà. Maintenant,
En Amérique du Sud, c'est un désastre sanitaire dont personne ne parle. En Amérique du Sud, il fait très chaud actuellement. Donc, 2 secondes, j'écris quelque chose. on est d'accord. Et voilà. Et puis, voilà. Bon. Et merci beaucoup, Khazak, Shabbat Shalom.